International Harvester ou Yash pour les intimes. Une marque qui a eu des hauts et des bas. Mais une marque qui, je pense, a compté pour beaucoup d'entre vous si vous avez plus de 30 ans. Tout commence il y a bien longtemps, en 1847, avec un nom qui vous dit probablement quelque chose. J'ai nommé Monsieur Cyrus Hall McCormick. Il crée la société de matériel agricole McCormick Harvesting Machine Company, dans le pays du burger à Chicago, dans l'état de l'Illinois. L'entreprise, spécialisée dans la vente de moissonneuses à traction animale, inventée par Cyrus quelques années plus tôt, est déjà prospère, puisque déjà en 1850, elle emploie près de 120 personnes et a déjà vendu plus de 5000 moissonneuses. En 1871, gros coup dur, puisque l'usine de l'entreprise est réduite en cendres par un énorme incendie qui à l'époque avait ravagé une bonne partie de la ville de Chicago. Une autre entreprise que vous connaissez, Kaz, qui est à ce moment-là un concurrent, propose de construire des moissonneuses pour McCormick, mais celui-ci refuse et décide de construire une usine plus grande au sud-ouest de la ville qui permet dès 1873 d'honorer 10 000 commandes par an. En 1902, 5 entreprises décident de fusionner pour donner la marque International Harvester Company, plus connue sous la dénomination IH. Parmi ces 5 entreprises, celle de Cyrus Junior McCormick, car oui, son père est parti en 1884, mais aussi Deering Harvester Company, ainsi que 3 autres entreprises moins conséquentes. Dès 1910, les premiers tracteurs firent leur apparition aux États-Unis, avec les McCormick Mogul 816 et les Deering Titan 1020, car malgré la fusion des marques, chacune gardait son réseau de distribution, et donc la différenciation des modèles. Mais avouez que peu importe le nom qu'on lui donne, il faut quand même oser monter là-dessus. À partir de 1917, l'International 816 sortira des usines. Mais à cette même période, les affaires sont compliquées pour Yash, car un autre concurrent, Henry Ford, vend aussi des tracteurs, mais à des prix bien plus bas que ceux de l'entreprise de McCormick. Yash décidera, au risque de passer proche de la faillite, de baisser le prix de ses tracteurs. Mais ce qui sauvera vraiment la marque, c'est l'arrivée de nouveaux modèles dans les années 1920, supérieurs techniquement, avec notamment le 1530, mais aussi le 2236. Agacé par le succès qu'a Ford auprès des agriculteurs américains, Ah bah mon cher GNR, dans vos clips vous faites le malin avec votre grosse berline, dans la vraie vie vous vous contentez d'un taco périmé, une vieille guimbarde. la direction de Yash décide de créer un nouveau tracteur, plus polyvalent, qui ne servirait plus juste à tracter, mais qui pourrait aussi servir de porte-outil. C'est donc en 1924 que le format régular arrive. Et c'est un succès, car entre 1924 et 1930, c'est plus de 100 000 Farmal Regular qui seront vendus. À partir de 1930, le Farmal F30 arrive, et c'est a priori le premier qui reçoit le rouge que Yash a porté jusque-là. Il sera décliné dans plusieurs versions, plus petites avec les F12, F14, ainsi que F20, tous disponibles à partir de 1935 avec des pneumatiques. Pour remplacer le 1530 et le 2236, la marque va concevoir un tracteur basé sur le Farmal avec la série des W, avec notamment le W30. Mais la grosse nouveauté, c'est l'apparition du WD40. Non, pas la marque de dégrippant que tout le monde utilise. Je voulais parler bien sûr du tracteur WD40 qui est le premier visuel de la marque. Jusque-là, les tracteurs étaient vendus avec l'appellation McCormick Deering. C'est bien, mais en vrai c'est un peu long et pas très vendeur. Bon, si je vous demande quel est le rapport entre la capsule spatiale Skylab, le paquet de cigarettes Lucky Strike, la coquille du logo Shell ou encore les bouteilles de Coca-Cola. Là c'est le moment où si tu connais l'anecdote, tu peux briller dans les commentaires et je t'invite à le faire. Le rapport entre tout ça s'appelle Monsieur Raymond Loewy, designer industriel français pendant le XXe siècle. Et c'est lui qui a designé tout ça. Et oui, même la NASA a fait appel à lui pour dessiner l'intérieur de la capsule spatiale Skylab. Pour la petite histoire, c'est juste la première capsule envoyée en orbite autour de la Terre, qui a servi de laboratoire. On peut dire que c'est l'ancêtre de l'ISS. Vous voyez où je veux en venir? C'est ce cher Raymond qui a dessiné le logo Yash, avec forcément le I et le H pour les initiales de International Harvester, mais surtout ce logo représente un Farmal vu de face, représenté avec le H, et son chauffeur, représenté avec le I. Pas mal, non?
C'est français. Pas mal, non? C'est français. Les séries de Farmal suivantes, toutes nommées avec des lettres, A, B, H ou M, ont elles aussi reçu le coup de crayon du designer français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Yacht, comme beaucoup d'autres constructeurs agricoles, fut monopolisé par l'effort de guerre et fabrique le Yacht M5 et M9 Half-Track, qui servit aux armées anglaises, canadiennes ainsi que par les forces libres françaises. À partir de 1954, changement de marketing pour la marque, puisque tous les nouveaux modèles sortent avec des dénominations à base de chiffres, et les tracteurs dits standards ont l'appellation Utility. Exemple avec le 300 Utility. 2 ans plus tard, c'est l'apparition du blanc. Il s'appelle juste le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Bien connu de la marque, avec la série des 50, avec notamment le Farmal 450. On continue le changement avec en 1958 l'apparition des séries 40 et 60, qui apportent une nouvelle ligne, ainsi qu'une augmentation de puissance, avec par exemple le Yacht 340 ou le 560. Petite anecdote, vous devez connaître en automobile l'histoire de Peugeot qui a empêché Porsche d'appeler sa 911 901, car Peugeot a déposé tous les numéros à 3 chiffres avec un 0 au 100. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça comme crapelle? Allez au diable, hein! Peugeot n'a pas embêté que la marque de voitures sportives. Et oui, même International Harvester a subi ce problème, avec son Yacht 706 aux États-Unis qui a dû faire son apparition en Europe avec la dénomination de Yacht 716. En 1965, le premier tracteur de la marque disposant d'un turbocompresseur sort avec le Yacht 1206 et passe la barre des 100 chevaux. Cette même année, en Europe, le premier tracteur uniquement destiné à notre marché arrive avec les séries 23 et 24, avec notamment le 523 et le 624. La gamme s'étoffe dès l'année suivante, avec les 323 et 423, ainsi que les 724 et 824. Au début des années 70 arrive une série qui, je pense, pour la plupart d'entre nous, est mythique, avec la série des 46. C'est une série composée que de tracteurs 6 cylindres, avec le plus petit, le 946 et ses 90 chevaux, en passant par le 1046 et ses 100 chevaux, et pour finir avec le 1246 et donc ses 120 chevaux. Dans ces mêmes années, les tracteurs 4 cylindres de moyenne puissance sont regroupés sous la série 44, avec par exemple le 844 et ses 80 chevaux. En 1975, pour les tracteurs de plus faible puissance, apparaît la meilleure série de tous les temps, la série des 33. Bon, vous allez me dire que ce ne sont pas les meilleurs tracteurs. Mais je vous assure que si. En fait, je manque peut-être d'objectivité car je n'avais même pas 10 ans quand j'ai appris à conduire sur un Yacht 733 que mes parents possédaient sur la ferme. En y repensant plus objectivement, ce n'était pas le meilleur des tracteurs. Mes parents l'ont vendu en 2010 et je rêverais d'arriver à le retrouver et le racheter pour le restaurer. Je suis sûr que c'est une pensée que beaucoup d'entre vous ont eue en pensant aux tracteurs de leur enfance. En 77 arrivent les remplaçants de la série 46 avec l'arrivée de la série 55, avec notamment le 1055. Puis en 79 avec l'arrivée du légendaire 1455. En 1978, tout comme la série 55 qui a remplacé les 46, c'est au tour des 4 cylindres, avec la série des 45 qui remplace les 44, avec notamment le Yacht 645. En 1981, c'est la dénomination XL qui arrive et qui indique que le tracteur est équipé de la nouvelle cabine, qui était conçue par les bureaux d'études Porsche. Et oui, encore eux. Encore vous? Oh non, mais c'est pas vrai, c'est la tôle que vous cherchez. Début des années 80, ça va mal pour l'industrie agricole en Europe, mais surtout aux États-Unis. Une trop grosse production de tous les acteurs du marché par rapport à la demande. Voilà pourquoi International Harvester réduit en seulement 3 ans le nombre de ses employés de 5000 à 3000 personnes. Cela n'empêche pas la sortie de la série des 56 XL avec le dernier tracteur conçu par Yacht, le 856 XL. En 1984, la marque est complètement asphyxiée et doit se résoudre à arrêter. Le rachat se fait par Case, devient pour l'occasion Case Yacht.
Les derniers Yash sortiront des usines en 1996 avec le CAZ 1455. Il ne reste plus grand chose aujourd'hui d'International Harvester. En 1984, une fois la production de matériel agricole vendue, il ne restera qu'une branche dont je ne vous ai pas parlé jusque-là, celle de la fabrication de camions. En 1986, la marque changea de nom, s'appelait Navistar International. La marque fut dans un premier temps rachetée partiellement en 2016, puis totalement en 2020 par le groupe Volkswagen. Ça fait mal au cœur, mais c'est tout ce qu'il reste d'une marque qui fut un géant de la fabrication de matériel agricole, et notamment des tracteurs. Au final, une mauvaise gestion et une crise agricole mondiale auront eu raison de la marque. Au début, je pensais arrêter la vidéo là, mais en faisant mes recherches pour cette vidéo, je me suis posé une question. Qu'est devenue la marque McCormick dans tout ça? C'est quand même le principal fondateur de la marque Yash, et nous savons tous qu'il y a une marque contemporaine de tracteurs qui s'appelle McCormick. Eh bien, je vais tout expliquer. Accroche-toi. CAZ a racheté Yash. Bon, je ne vais pas te faire l'histoire de CAZ, c'est réservé pour une autre vidéo, mais je te fais les grandes lignes. CAZ, en 1999, se fait lui aussi racheter par le groupe Fiat Agri, qui le fusionne avec sa filiale New Holland, et qui devient le groupe CNH, pour CAZ New Holland. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu au moment de ce rachat. La Commission européenne de la concurrence a obligé Fiat à céder les usines de Doncaster en Grande-Bretagne et de Saint-Dizier en France, les usines qui jusque-là fabriquaient des tracteurs. Les deux usines et la marque McCormick sont ainsi rachetées par le groupe Argo, qui possède notamment la marque Landini. C'est donc par la suite que McCormick sort ses premiers tracteurs, avec la série des MTX, avec par exemple le MTX 110, puis la série des XTX, avec notamment le XTX 185. En 2011, McCormick a vendu l'usine de Saint-Dizier au groupe chinois Ito, qui bien que peu connu sur notre continent, est quand même le premier constructeur de tracteurs agricoles en Chine. Aujourd'hui, McCormick c'est toute une gamme de tracteurs, avec les séries X, allant des plus petits, les X2, en passant par les X4 pour la polyculture élevage, mais il possède plus puissant. Avec les X6, c'est pour finir leur plus gros modèle avec les X8 pouvant aller jusqu'à 313 chevaux. Dites-moi en commentaire si je suis le seul à qui manque cette marque, ou au contraire si vous avez de bons souvenirs de ces machines. Bon, vous allez dire que je suis un gros forceur, mais j'ai toujours besoin de vous sur ma page Facebook. J'ai besoin de vous pour un gros projet. Je voudrais élire les tracteurs de légende marque par marque. Et pour ça, j'ai besoin que vous veniez voter sur ma page Facebook, Faroji. Je vous mets le lien en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me soutiendra de fou. Et surtout, tu ne rateras pas les prochaines vidéos. N'hésite pas à lâcher un like aussi, s'il te plaît, ça me fera plaisir. Et ça aide au référencement. Enfin, j'ai besoin de toi. Sachez que je